2024, l'une des pires années pour les super-héros, ou presque. Entre bouse mémorables, spin-off oubliables et quelques rares pépites, l'industrie a vacillé. Est-ce la fin de l'âge d'or des super-héros comme on le dit à chaque fois, ou sommes-nous face à un renouveau? C'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Je suis Ludo du Ludoverse et dans cette vidéo, on va décortiquer les sorties super-héroïques de 2024 pour voir si cette année a vraiment tué nos justiciers préférés ou pas du tout. J'espère que vous êtes bien accrochés car on est parti pour l'univers de Marvel, DC et bien plus encore. Let's go! Commençons par l'univers Marvel de Sony, ou devrais-je dire l'insulte Marvel de Sony. En 2024, ils ont balancé pas un, pas deux, mais 3 films que sont Madame Web, Kraven le Chasseur et Venom 3, The Last Dance. Une très belle brochette de bouse. Niveau critique, c'est simple, c'est un carnage. C'est un carnage, je vais vous les balancer. Les chiffres sur IMDb, ça donne quoi? Donc IMDb, site où on peut noter les films comme on l'entend, qui est pour moi un site extrêmement fiable et mon site de référence d'ailleurs. Eh bien c'est simple, c'est un désastre. Pour Madame Web, on a une note de 4 sur 10. Pour Kraven, 5,4 sur 10, à peine mieux. Et pour Venom 3, le meilleur de cette petite trilogie Sony, si on peut l'appeler comme ça, avec un 6 sur 10. Mais honnêtement, c'est pas du tout glorieux. On était vraiment face à un type de film qui était pas du tout ouf, même si pour Venom 3, si on était habitué à ce qu'on avait eu avant, à ce côté un petit peu humoristique dans Venom 2, ça pouvait peut-être le faire. Pour Kraven, c'était une sorte de bouse, mais il y avait quand même des choses à prendre en compte, des choses intéressantes, comme le moment où il est extrêmement violent, où il balance, il tabasse. Bref, Aaron Taylor Johnson, on sent qu'il est quand même sérieux dans le film. Par contre, pour Madame Web, là c'était vraiment une grosse blague. Moi je vous en parle comme ça, je vous avoue. Je ne l'ai pas vu, je n'ai pas payé pour ce film là. D'habitude je vais voir tous les films de super-héros, mais celui-là particulièrement, et vu les retours, j'avais vraiment pas envie. Kraven, j'y suis allé parce que vous l'avez demandé, vous l'a commu, mais vraiment, j'ai même pas, quasiment pas fait de contenu là-dessus d'ailleurs. Donc voilà, je me suis dit autant le laisser de côté. Et si vous pensiez que ça ne pouvait pas être pire, attendez d'entendre ce qu'a déclaré le patron de Sony, le monsieur Tony Vinciquerra. Je ne sais pas si je le prononce bien, vous me le direz dans les commentaires. Donc qui est le PDG de Sony Pictures. Il a osé dire, attention, je cite, les critiques ont détruit ces films, ce n'était pas de mauvais films. La presse ne veut juste pas qu'on continue cet univers. Sérieusement, le problème, mon petit Tony, oui, je vais me permettre de l'appeler comme ça, peut-être qu'un jour il m'appellera, je m'excuserai auprès de lui, que sais-je. Et le problème ici, ce n'est pas la presse, c'est l'incapacité, et même là, pour le coup, du PDG, de ne pas comprendre ces personnages et pourquoi ils sont intéressants en fait. Parce que ça reste quand même des vilains emblématiques, mais emblématiques d'où? De l'univers de Spider-Man. On leur fait pas forcément des séries ou des projets à eux, ou du moins on les fait pas de cette manière-là. Parce que là, au lieu de les laisser être des méchants complexes ou des guides ou des personnages qui aident Spider-Man, ils ont voulu les transformer en anti-héros attachants. Ça a marché pour Venom, mais pour Kraven et Madame Web, ça sentait déjà la fin. Avant même que les films sortent, de toute façon, les prévisions, elles étaient horribles. Et puis le pire, évidemment, c'est que dans ces projets-là, il n'y a même pas de Spider-Man pour porter cet univers. Même si, ils l'ont dit dans plein de papiers, dans plein d'infos, dans plein d'interviews, qu'il y avait un Spider-Man, on ne l'a jamais vu. Résultat, là on a eu 3 films de l'univers du Sony Spider-Man Universe qui étaient au final des coups de couteau à mettre aux spectateurs, une sorte de patchwork de films sans âme, sans direction et surtout sans intérêt. D'ailleurs il y a pas mal de scoops, d'infos, de rumeurs, enfin bref vous voyez un peu le délire, qui disait que c'était la fin du Sony Spider-Man Universe, même si a priori c'est marketé comme étant une pause temporaire pour pouvoir redéfinir la stratégie. Moi j'ai envie de dire, si ce n'est pas la fin définitive du Sony Spider-Man Universe, c'est au moins la pause qu'il méritait, et cela pour le bien de tous, et je dis bien de tous. Passons maintenant au cas de Marvel Studios, qui a eu une année 2024 qu'on peut dire comme un tant soit peu mitigé. Juste pour que vous compreniez bien la différenciation entre Marvel Studios et le Sony Spider-Man Universe. Pour le Sony Spider-Man Universe, on va plus dire que c'est une annexe des univers de Marvel Studios, dans le sens où le Sony Spider-Man Universe, c'est les univers des méchants de Spider-Man, qui ne sont pas du tout en lien donc avec les Avengers ou encore le Spider-Man de Tom Holland, alors que pour le Marvel Studios, là c'est tous les projets qui vont d'Iron Man à Avengers Endgame et bien plus encore avec WandaVision, Loki, Moon Knight et j'en passe, et qui se déroulent pour la majorité dans le même univers, on va dire, avant introduction du multivers, etc. Mais vraiment, il faut bien dissocier les deux entités. Donc, pour revenir à Marvel Studios, ils n'ont sorti qu'un seul long métrage cette année, là où ils avaient l'habitude d'en sortir 3 par an, mais ils ont voulu redéfinir un peu la strate vis-à-vis des loupés qu'il y avait eu les années d'avant. Je rappelle juste qu'en 2023, on avait eu quand même l'excellent Gardien de la Galaxie 3, mais en même temps, ils ont eu 2 films qui ont quand même un tant soit peu floppé. Donc il y a eu quand même Ant-Man 3, Quantum Mania, qui n'a pas floppé finalement, qui a rapporté un petit peu d'argent, et The Marvels, qui là par contre a totalement floppé. Donc ça a été vraiment
une année pas ouf du tout pour Marvel. Sachant que Gardiens de la Galaxie 3, ça n'a pas été non plus le super succès, le giga succès. Vraiment pas été une année ouf. Et donc pour 2024, ils ont évidemment, comme je le disais, sorti un seul film, un seul long métrage, mais qui a été un carton total au box-office. Le bien nommé Deadpool et Wolverine qui a explosé les records avec 1,3 milliard de dollars de recettes, ce qui en fait d'ailleurs le film R-rated, donc le film interdit aux moins de 17 ans donc aux États-Unis, le plus rentable de tous les temps actuellement, qui en fait un succès immense, mais on a le droit de se demander à quel prix. Alors là c'est totalement mon avis et vous pouvez me tomber dessus, j'en ai rien à faire, parce que ce film qui est Deadpool et Wolverine, c'est l'incarnation parfaite du fan service sans âme. 2 heures de caméo, d'intrigue oubliable et un Wolverine réduit à un accessoire comique, c'est tout ce qu'il fallait pas selon moi pour un film Deadpool et Wolverine. Et surtout le fait que Deadpool mette en avant tous les problèmes qui touchent Disney, ce qui est en soi une bonne chose, mais qu'en même temps, en fait, il fait exactement ce qu'il faut pas faire. Et moi, j'ai pas compris le délire. Bref, selon moi, c'était n'importe quoi, parce que, bon, on peut quand même se dire qu'il y avait quand même le côté nostalgie et attente autour de ce crossover qui ont payé, on l'a vu avec les chiffres, mais pour moi, je suis désolé de le dire, ce n'est rien de plus qu'une bouse. Voilà, c'est une bouse. Deadpool et Wolverine, c'est une bouse, c'est une bouse, c'est une bouse. Voilà, je suis dur, d'habitude je suis pas aussi dur, mais bon, j'en ai déjà assez parlé sur la chaîne. Deadpool et Wolverine, pour moi, c'était ni fait ni à faire, ou du moins c'était à faire, mais d'une autre manière. Côté série, Marvel devait quand même sortir ses projets qu'ils avaient déjà dans les cartons. Donc il y a eu pas mal de séries qui sont sorties, avec des résultats qu'on peut dire quand même assez inégaux. Il y a eu la série Echo, qui est le spin-off d'une autre série, la série Hawkeye, qui est passée complètement inaperçue, avec une musique de générique très sympa, mais niveau intrigue, c'était pas forcément intéressant, même s'ils ont ramené le Caïd, interprété par Vincent D'Onofrio, et pourtant, aujourd'hui, ça reste une série totalement oubliable. On a eu également Agatha All Along, qui était centrée sur l'ennemi de Wanda dans la série WandaVision, donc Agatha qui est encore un spin-off de spin-off, et ici, il y a quand même eu pas mal de critiques positives, il y a eu de bons retours sur la série au global, mais selon moi, encore une fois, on est face à quelque chose de pas très intéressant. Enfin, moi, j'avoue, je me suis vraiment fait chier devant la série, alors que je suis un énorme fan de WandaVision, mais là, pour moi, c'était pas du tout intéressant. Et je considère quand même la série, bon, désolé de le dire encore une fois, le terme est dur, hein, mais comme oubliable, voire une bouse. Bon, je l'ai dit comme ça, mais j'ai vraiment pas aimé. Et que dire de What If saison 3 sortie en fin d'année 2024. C'est une série d'animation, vous le savez, qui revisite certains univers, donc du moins qui explore le multivers avec des événements qui changent, mais qui ici n'apportent rien d'intéressant, même s'ils ont tenté d'innover sur pas mal de points, mais c'était vraiment pas fou, voire même une perte de temps. En plus, cette saison 3, c'était la saison qui concluait la série What If, et pour moi, c'est encore un gros raté, c'est une bouse. Mais attendez 2 secondes, je vois une lumière au bout du tunnel. Oui, la série, le bijou de l'année 2024. Je parle bien sûr de la série d'animation X-Men 97. Ça, c'était le retour que personne n'attendait, mais qui a réussi à nous dire, voilà, quand on fait quelque chose sérieusement, ça peut être banger. C'est une suite donc directe à la série animée culte des années 90 et qui est, je le redis encore une fois, X-Men 97, une véritable pépite. Notée 8,8 sur IMDb, une note incroyable vraiment. Pour moi, c'est le retour triomphal des X-Men que les fans attendaient, même si tout le monde n'a pas vu cette série parce que c'est de l'animation. Je l'entends. Pour moi, ça reste l'un, voire le projet, non, je vais le dire, parlons français, le meilleur projet X-Men qui a été fait en termes d'adaptation. C'était quasiment parfait. Et c'est pour ça que je le classe sans hésiter dans la catégorie excellence. Vraiment, c'était tout ce qu'il fallait faire. Donc vous l'avez compris, Marvel a réussi à marquer quelques points, mais au final, sur les 5 projets que je vous ai présentés, il n'y en a qu'un seul qui brille vraiment. Donc il n'y a vraiment pas de quoi crier au génie, même si bon, il y a quand même eu Deadpool et Wolverine, je le redis parce que ça a rapporté des thunes. Mais voilà, pour moi, on n'est pas sur le haut du panier avec Deadpool et Wolverine, mais pour X-Men 97, c'est le top du top. Et maintenant, direction DC Studios, on a du lourd, mais pas forcément pour les bonnes raisons. Bon, je vais exclure pas mal de séries que personne n'a vues. Je pense notamment à des séries comme Superman et Lois, My Adventures with Superman, donc série d'animation, ou Batman Caped Crusader. C'est des productions que je vais mettre quand même dans une catégorie oubliable, vu qu'il n'y a pas eu forcément énormément de public de ce côté-là. Et je vous avoue aussi, je les ai pas vus. Donc peut-être que c'était excellent. Je sais qu'il y a des bons retours sur ces 3 séries, mais globalement ça reste quand même assez niché et c'est pas forcément regardé, donc un peu compliqué les juger. Donc intéressons-nous quand même aux grosses sorties et notamment le banger ultime, Joker 2, Joker Folie à 2. Mais qu'est-ce que je peux dire à part c'était une catastrophe, mais de bout en bout. Parce que Todd Phillips, il nous a servi déjà d'une comédie musicale dans un univers super-héroïque qui était déjà un pari extrêmement risqué, mais encore au-delà de ça, c'est que c'était même pas une bonne comédie musicale. C'est une intrigue ridicule avec énormément de moments gênants. Todd Phillips, il était là juste pour se moquer des spectateurs et des gens qui l'ont payé, donc des producteurs de la Warner et tout, et c'est vraiment ce qu'il
qu'il a fait. Pour moi, on est sur une bouse monumentale, même si, en tant que produit du cinéma à analyser, etc., c'est super intéressant. Le move qu'a voulu faire Todd Phillips, il l'a fait consciencieusement, il a enterré sa carrière. Mais heureusement, tout n'est pas à jeter du côté de DC, car DC Studios, on peut le dire, a aussi frappé très fort avec The Penguin, le spin-off du film The Batman, réalisé par Matt Reeves et avec l'acteur Robert Pattinson en tant que Batman. Et donc dans ce projet The Penguin, on retrouve Colin Farrell qui interprète le pingouin. Et là, on est sur une claquasse absolue, qui est selon moi une œuvre qui rivalise avec les meilleurs projets d'ici ou même de toutes les séries super-héroïques que vous voulez, et qui atteint en plus de ça le niveau de la série Peacemaker. Foncez la voir, c'est un spin-off du film The Suicide Squad et c'est vraiment excellent, fait par James Gunn. Peu de gens l'ont vu peut-être en France, mais pour moi vraiment c'est le haut du panier, et là The Penguin arrive au même niveau et peut-être même au-dessus, peut-être même au-dessus. C'est tout simplement excellent, vous l'avez compris. Mais voilà, le problème c'est que pour un pingouin exceptionnel, on a un Joker de désastreux et une flopée de projets moyens, comme, je n'en avais pas parlé, Creature Commandos, qui est la série qui a lancé le nouvel univers DC de James Gunn. Et selon moi là, pour le coup, j'ai terminé Creature Commandos donc la semaine dernière, je le compte quand même dans 2024 vu que ça a commencé en décembre, mais c'est une série qui est oubliable tout au plus. Elle ne marque pas du tout autant que les autres productions de James Gunn, et surtout je sais pas, j'ai pas réussi à totalement connecter avec ce projet, même s'il est pas nul, mais c'est pas vraiment pas fou, donc catégorie oubliable. Donc résultat, DC Studios est extrêmement irrégulier sur l'année 2024, et il y a vraiment eu qu'un gros projet qui a tout pété selon moi, qui est The Penguin. Donc on est vraiment face à une montagne russe de qualité, on peut le dire. Mais en parlant d'irrégularité, vous savez ce qui au contraire ne déçoit jamais? Eh bien ce sont les savons de chez nos amis Onae, notamment le supérieur de Onae. C'est simple, le savon supérieur c'est un peu le The Penguin des savons. Une valeur sûre, toujours au top, et surtout un luxe accessible. Fabriqué artisanalement en France, il offre une expérience digne des meilleurs standards. Son parfum intense, son pouvoir hydratant, c'est tout ce qu'il faut pour transformer votre quotidien en un véritable plaisir. Vous avez vu ce que Joker 2 nous a infligé, mais avec Supérieur, il n'y a pas de mauvaise surprise. C'est l'excellence garantie à chaque utilisation. Et pour vous remercier d'être ici sur le Ludoverse, eh bien je vous propose un code promo, moins 10% sur tout le catalogue Onae, parce qu'ils n'ont pas que le Supérieur, ils ont aussi la brique, ils ont aussi, j'oublie le nom à chaque fois, le Desert Eagle, ou encore bon, je vais pas le montrer, le gentilhomme nomade, allez, je vous le montre quand même. Voilà, moins 10% sur tout le catalogue. Foncez, parce que comme ça, vous allez pouvoir consommer une véritable œuvre d'art. Let's go! Et d'ailleurs, quand on parle de super-héros en 2024, on ne peut pas ignorer ce qu'Amazon Studios a apporté sur la table avec ces deux mastodontes que sont The Boys et Invincible. Et pourtant, malgré ces titres, le bilan est mitigé. D'abord, parlons d'Invincible, je n'ai pas vu la série, je vous le dis tout de suite, mais je reste un fervent fan et un grand fan de Robert Kirkman, qui s'est occupé de scénariser les comics, et notamment la série de comics The Walking Dead. Et là, il est en train de s'occuper de projets autour de l'univers Transformers qu'il est en train de créer, un univers à lui, et pour le coup, c'est très cool aussi. Et ici, Invincible saison 2 ne déroge pas à la règle, ou du moins saison 2 partie 2, donc cette partie qui est sortie en 2024, et les retours critiques, ils ont été exceptionnels. Les fans sont unanimes, cette série repousse encore les limites en termes de storytelling et d'émotion, et entre des révélations choquantes, des batailles épiques et une animation toujours aussi fluide, Invincible mérite clairement sa place dans la catégorie excellent de cette année. Et bon, même si je l'ai pas vu, je ne peux que vous la recommander, donc foncez. En revanche, The Boys, qui est habituellement une référence en matière de satire super-héroïque, on est beaucoup parlé sur la chaîne donc cette année, eh bien je trouve qu'elle a quand même perdu un peu de son éclat avec sa saison 4. Alors oui, il y a eu des moments hilarants, il y a eu des punchlines qui fusent et de la violence insondable, mais globalement la saison s'essoufflait. L'intrigue traînait en longueur pour pas grand chose et aurait pu être résolue véritablement en deux épisodes. Là où 2 ans avant on avait eu la saison 3 qui nous avait surpris quasiment à chaque épisode avec l'introduction du Soldier Boy, eh bien cette 4e saison laisse plutôt l'impression qu'on était sur une sorte de transition. C'était pas forcément une série nécessaire, une saison nécessaire. Résultat, on est sur une catégorie oubliable, pas mauvais, mais très loin des standards qu'on attendait. Au final, Amazon Studios nous a offert un excellent projet avec Invincible, mais a clairement trébuché avec The Boys. C'est dommage parce qu'on sait qu'ils peuvent faire beaucoup mieux. Peut-être que 2025 sera l'année du rebond pour eux, je pense. J'espère. Alors, 2024 a-t-elle réellement tué les super-héros? Eh bien, si on regarde les chiffres, les critiques et surtout l'impact global de chaque projet, on peut affirmer une chose, c'était une année extrêmement irrégulière. C'est simple, sur la vingtaine de projets super-héroïques sortis cette année, seuls 3 se démarquent vraiment comme étant excellents. On a X-Men 97 qui a enchanté les fans et relancé la hype pour les X-Men d'une certaine manière. The Penguin, un spin-off magistral qui montre ce que DC peut faire de mieux. Et enfin,
Invincible, qui a prouvé qu'il était toujours une valeur sûre de l'animation. À côté de ces pépites, on a eu quand même droit à une avalanche de bouse, permettez-moi l'expression. Joker 2, qui représente une insulte pour les fans de la première heure. Venom 3, qui confirme que le SSU de Sony a perdu toute direction. Et même Deadpool et Wolverine, qui malgré son succès financier, je veux rien entendre, a déçu par son traitement. Et puis bien sûr, on a des projets oubliables, des séries comme Echo, The Boys saison 4 ou Creature Commandos qui, sans être catastrophiques, n'ont pas su marquer les esprits ou apporter une vraie valeur ajoutée à leurs univers respectifs. Et si évidemment, on compare à des années comme 2019 ou 2021, où les projets super-héroïques étaient bien plus solides et variés, et bien 2024 fait évidemment pâle figure. La qualité globale a clairement baissé, et l'effet de fatigue du genre super-héroïque est selon moi pas du tout viable ici. C'est juste faut proposer des projets de qualité et les gens regarderont, hein. C'est juste ça. Après, tout n'est pas perdu parce que l'année 2025 s'annonce phénoménale, avec des films comme Superman, ou encore les 4 fantastiques du MCU. Et je parle plein de choses ici, donc différentes dans les univers super-héros, donc n'hésite pas à cliquer. N'oublie pas, moins 10% sur tous les produits Onae, le code et le lien dans la description. C'était donc Ludo du Ludoverse. À la prochaine, salut!